Bonjour tout le monde et bienvenue dans Éclosion. Ici on raconte ce qui ne se voit pas toujours, les parcours sinueux, les choix courageux, les doutes, les déclics et ces moments de bascule qui changent une trajectoire. À chaque épisode, des personnalités inspirantes ouvrent la porte de leur vraie vie, celle où l'on se cherche, où l'on se relève, où l'on ose, parce qu'au fond, ce sont ces histoires-là qui nous transforment. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 3 d'Éclosion. Aujourd'hui on reçoit Julie Grimm, diplômée d'Éclore et responsable développement à la Fondation Agro Paris Tech. Bonjour Julie, ça va ? Bonjour David, tu vas bien ? Oui, et toi ? Je suis tellement content de te revoir, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu ? Ah, t'es sûr que tu veux qu'on dise le nombre d'années ? Non, on va pas le dire. Est-ce que tu veux te présenter rapidement avant de démarrer ? Je t'ai préparé plein de questions sur ton parcours, sur ton engagement à la Fondation Agro Paris Tech, sur ta vision et l'impact, puis des questions peut-être un peu plus fun sur la fin. Bah, pas de soucis, tu peux mettre les questions fun aussi au début, hein, ça peut être sympa. Non, mais c'est pour tenir les gens en haleine, tu vois. Ah, d'accord, ok. Rester jusqu'à la fin. Donc oui, ok. Donc moi, je suis Julie. J'ai diplômé de l'école, donc Éclore, mais à l'époque ESC Po, en 2013. Ouais. Et depuis, j'ai fait ma carrière professionnelle bizarrement à Paris. Donc quelque chose je m'étais jurée de ne jamais faire, moi, à Montpellier. Tu voulais pas venir à Paris ? Non, moi je suis de Montpellier, j'ai fait mon IUT, alors maintenant je crois qu'on appelle ça BUT, je sais plus. Ouais, ça reste à l'IUT si tu veux, mais le BUT c'est en bachelor, ça en 3 ans. Ouais. Donc moi je l'ai fait en 2 ans. Ouais. J'ai fait gestion des entreprises et administration. Ouais. Et je m'étais dit, je vais en école de commerce après, mais surtout pas à Paris. Surtout pas. Ouais, c'était vraiment le nord, au-dessus de Bordeaux, c'était pas possible. Et en fait, j'ai découvert l'école et ça s'est super bien passé. L'oral, c'était top et tout ça. Donc, je me suis dit, écoute, je vais dans cette école, je vais à Pau. Et puis, surtout pas, je fais pas de carrière à Paris. Ben voilà, ça fait depuis 2013 que je travaille à Paris. Et tu as démarré au pôle Léonard de Vinci, c'est ça ? Tout à fait, grâce au réseau des alumni, d'ailleurs. Grâce au réseau des alumni de l'école d'Éclore. Oui. Ouais, où tu as trouvé ce poste. Et tu étais en charge déjà de la partie diplômée. C'est ça. En fait, surtout la première partie, parce que j'ai fait à peu près 10 ans là-bas. Et la première partie, donc, je faisais la communication, mais très opérationnelle. Donc, je faisais toutes les journées portes ouvertes, les salons. Ouais, en fait, déjà, ce que tu faisais quand tu étais à l'école étudiante chez Lycécom. Avec toi, David, etc. Ouais. Toute l'équipe, avec Julien Marc. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, j'avais en plus le scope événementiel, genre remise des diplômes à l'américaine, des événements en interne, etc. Ouais. Et après, sur la deuxième partie, je dirais de ma carrière au sein du pôle. Je ne sais pas si on peut dire carrière avec mon jeune âge. Mais tu es resté quand même un moment. Ouais, je suis restée 10 ans. 10 ans, ça fait déjà une carrière. Ouais, 10 ans, c'est pas mal. Et souvent, on me dit 10 ans, t'es resté dans la même boîte ? Ouais, mais j'ai changé plusieurs fois, 3 fois de boulot. Première, quand je suis arrivée, donc recrutée par un alumni de Éclore, j'étais surtout sur la com opérationnelle, donc très événementielle, très communication digitale aussi un petit peu, je touchais. Après, je suis passée sur de la com interne plus, parce qu'on a fait une transformation numérique du pôle. Donc là, on est passé sur un outil très vieillot à un outil hyper innovant. Donc il a fallu convaincre en interne. Et donc là, j'étais la bonne parole. Donc j'allais prêcher dans chaque service pour convaincre d'y aller. Et après, convaincre au changement, quoi. Ouais, convaincre au changement, exactement. Dur, mais super sympa. Et j'ai appris beaucoup. Et la troisième partie, je suis allée du côté des alumni où là, je gérais le réseau des alumni des 3 écoles. Ok. Et l'expérience que tu as accumulée quand tu étais étudiante t'a beaucoup aidé justement dans ce premier job. Complètement. En fait, déjà, j'avais choisi Pau. Pourquoi ? Parce que c'était international. Je voulais pratiquer mon anglais H24. Oui, toi, t'es partie... aux États-Unis. T'avais fait de la radio aux États-Unis. Oui, j'aime bien, ça me pop à chaque fois. Oui. Et en fait, j'avais choisi... Alors, je pense pas que ça existe, parce que je pense que les programmes peuvent peut-être changer. Mais j'avais choisi le parcours IBP qui permettait de partir, en fait, 18 mois à l'étranger. Ouais, International Business Placement. Exactly, darling. Et en fait, j'avais fait ce choix-là. J'avais dit, moi, je veux travailler dans l'événementiel. C'est mon dada. Mais dans quel secteur ? Et je m'étais dit, en fait, ce parcours-là va me permettre de voir dans quel secteur ça me plaît. Ouais. Et donc, je suis partie en Nouvelle-Calédonie, dans l'hôtellerie de luxe. Je suis partie aux US faire un stage dans une radio style énergie. Trop bien. Trop bien. Et dans une start-up
dans les énergies renouvelables à Bruxelles. Ah ouais. Et en fait, le fil rouge, à chaque fois, c'était l'événementiel. C'est très large. C'était très large, mais fil rouge événementiel. Ouais. À chaque fois, j'ai toujours eu les stages grâce au réseau, alumni, proches, famille, peu importe. Et en fait, ça m'a permis de voir aussi les types de management qui sont complètement différents. Et grâce à ça, après, j'ai pu faire mon idée et voir où est-ce que j'allais ou pas. Ouais. Oui, il y a encore des programmes comme ça un peu où tu peux. Enfin, les étudiants partent beaucoup à l'international, surtout dans le bachelor, tu vois. Trop bien. En deuxième année, ils partent à l'international. Partez. C'est hyper important de partir. Ah mais oui. Alors, moi, il y a une anecdote. C'est quand j'ai décroché mon stage au Méridien. Donc, on parle de plus de 20 000 km quand même de la métropole. Au début, je me suis dit, oh là là, c'est super loin. En Nouvelle-Calédonie. Ouais, en Nouvelle-Calédonie, je me suis dit, mais c'est super loin. Je vais plus voir mes potes, je vais plus voir ma famille, je vais plus voir mon chéri avec qui je commençais une relation. Et fun fact, c'est lui qui m'a dit non mais tu t'en vas, ça se présentera jamais cette opportunité, tu y vas. Et d'ailleurs ce petit chéri est devenu mon mari plus tard. Et donc j'y suis allée pendant 6 mois. Et là vraiment grosse claque parce que on est en France, mais choc culturel quand même. On est sur une île. J'ai découvert des inégalités de fou, un management complètement fou aussi, enfin fou dans le sens, en fait, voilà, là j'ai vu les oreilles, donc les gens de métropole à des hauts postes, et tout le petit personnel, c'était que des locaux. Donc ça pour moi ça a été un choc vraiment culturel. Mais d'une gentillesse, le travail vraiment pas abordé de la même façon, etc. Et puis sur une île paradisiaque, quoi. Tu es resté combien de temps ? 6 mois. 6 mois, ouais. Ouais. 6 mois, super mission dans l'événementiel, mais dans l'hôtellerie précisément. Beaucoup de com digital avec nos amis TripAdvisor, etc. Gérer les commentaires positifs comme négatifs. Et ce poste d'ailleurs avait été occupé par 2 anciennes de l'école aussi, dont une qui est toujours là-bas. Et en fait, super expérience. J'ai fait un gros dépassement de soi. Mais moi, j'irais bien là-bas pour faire un podcast. J'imagine. Aurore Mouly, tu peux aller la voir. Ouais, elle habite là-bas, tout à fait. Elle y est retournée après son stage. Ah ben parfait. Je lance un appel à mon chef. David, si tu nous entends. Ok, bah super, génial, ton parcours international est très actif quand même, parce que tu étais très active au sein de l'école et tu as su mettre en place, garder toutes ces acquisitions pour ton parcours. Aujourd'hui, tu es dans le secteur associatif. Tout à fait, je l'ai toujours été. Tu l'as toujours été ? Ouais, en fait, déjà, donc je joue au volley et depuis que je suis minus, donc c'est-à-dire depuis longtemps parce que je suis pas très grande, mais non, depuis que j'ai 10 ans, je suis joueuse de volley. Je fais toujours de la compète et après j'étais toujours dans l'association en tant qu'entraîneur. Puis en tant qu'adulte, je dirais, j'ai intégré le bureau. Donc là, j'ai géré la com, j'ai géré le relationnel avec la mairie, etc. Et donc tout ça en parallèle de mes boulots, de la construction de ma carrière. Et en fait, aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans ce milieu-là à nouveau, mais là, je bosse pour une fondation. Donc c'est comme une association, mais quand même, c'est des structures juridiques différentes, mais ça a toujours été un point important pour moi. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement à rejoindre la fondation AgroParisTech après toutes ces expériences différentes ? Tout à fait. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois, j'étais spécialisée dans l'enseignement supérieur. Donc, tout le jargon, toutes les histoires de critères, de classement, de tout ça, je maîtrise. J'adorais suivre les étudiants. En fait, l'idée de suivre les étudiants, de les accompagner et de leur montrer quel impact ils peuvent avoir au-delà de faire un événement festif. Mais voilà, avoir un impact sur sa communauté et de les pousser vraiment dans leur rôle quand ils sont dans des associations. Ça, j'ai adoré. Il y a le fait aussi que je suis devenue maman et qu'à Paris, les transports, il faut prendre ça en compte. Et dans mon ancien taf, je mettais plus d'1h30 par trajet. Et avec un bébé, c'était pas possible. Donc, je voulais me rapprocher de mon domicile. Mais il y avait ce côté impact, en fait, qui était important. D'ailleurs, j'ai eu mon premier. Quand je suis revenue, j'ai eu un gros manque de confiance en moi, clairement. Ah ouais ? Ouais. Et c'était à la sortie du Covid, en plus, le fameux. Et en fait, l'APEC m'a accompagnée super bien. Ils m'ont coachée. Et c'était très drôle parce que... Bon, pas très drôle cette période, mais drôle dans le sens où ils sont allés vraiment chercher qu'est-ce qui m'animait. Et ce qui en sortait, c'était le côté social, côté RSE,
Donc, je me suis dit, super, c'est ça que j'avais en tête. Mais ce côté militaire aussi. Je suis hyper militaire dans mon organisation, en fait, dans l'événementiel, on croit que c'est fun de faire un événement, mais c'est fun, mais il y a méga préparation à faire, le jour J, le jour d'après, les remerciements. Ouais, et puis t'as toujours des aléas qui font qu'il y a un moment où... C'est ça. Et donc, il y a ce côté militaire que j'aime bien dans un événement. Et fun fact, à l'école, on avait bénéficié d'un coaching de 2 heures avec des professionnels pour nous titiller justement sur quel type de métier tu vas postuler une fois que tu as ton diplôme en poche. Ouais, et t'avais dit quoi? Et en fait, c'était très drôle parce qu'on avait rempli un questionnaire, on avait un peu parlé et alors j'arrive pas à me souvenir si c'était un monsieur ou une dame, mais j'arrive très bien à me souvenir de ce que la personne m'a dit. Dit, vous madame, il faut que vous alliez dans le social, mais dans le social, je suis pas 100% sûre, faut que vous faites carrière dans les militaires. Chez les militaires, vous êtes hyper droite. Je crois que je me souviens de ça. Et je crois que tu m'en avais parlé à l'époque. Ça m'avait choqué à l'époque. Ouais, ça t'avait choqué, ouais. Mais j'avais quand même cherché effectivement à rentrer dans l'armée de l'air, l'armée de terre et tout ça. Ouais. Mais dans la com, j'avais pas réussi. Et puis j'avais abandonné le projet. Et quand l'APEC m'a suivi 10 ans après, c'est le truc qui est ressorti. Mais c'est ouf. Ouais, c'est ouf. Attends, peut-être que tu vas switcher encore une fois de carrière. Peut-être, je sais pas. Mais tu sais, tu reviens à Pau, il y a un super régiment. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je l'ai jamais visité, c'est quand même bête en étant 3 ans sur place, mais non. Et est-ce qu'il y a eu, à part ce moment-là où finalement t'as pas quand même pris ce tournant-là vers l'armée, mais est-ce qu'il y a eu un moment précis ou une rencontre qui a été un tournant dans ta carrière? Quelque chose qui... Et tu peux le dire, hein, même si c'est... Je regarde mes notes, parce que j'ai senti qu'il fallait que je... mais je suis sûre que je vais pas dire la moitié de ce que je vais dire. Mais moi non plus, je vais pas poser la moitié des questions. Ça tombe bien, David. Non, il y avait effectivement le fameux stage à Nouméa, donc en Nouvelle-Calédonie. Ça a été vraiment... pour moi, ça a été un choc culturel au niveau du management, en tout cas. Et aussi un échec, clairement, parce que je me suis dit, j'ai fait tout mon parcours fil rouge, événementiel, dans des super secteurs, etc. Et je me dis, je finis mon dernier stage avec l'ambition d'être embauchée derrière. Ah, tu voulais qu'il t'embauche Ouais, je suis partie dans une agence de com, agence d'événementiel. Je me suis dit, là c'est bon, la boucle est bouclée, c'est événementiel. Et en fait, ça n'a pas été une expérience de dingue, au point où j'ai démissionné du stage. Mais c'était quoi? C'était l'ambiance? En fait, déjà, j'ai découvert le fameux... un petit carillon. Ouais, on n'a pas expliqué à nos auditeurs, mais on est dans les locaux de la Fondation. Oui, tout à fait. On est dans nos locaux parisiens. Mais vous êtes super bien ici. En plus, la vue, elle est géniale. Juste en face, là, le petit pont. On est en face du Louvre, donc on n'a pas vu. On n'a pas vu ceux qui ont volé. Hein, mais oui, on est super bien placés. On a notre campus AgroParisTech qui est dans le 91, à Palaiseau précisément. Et en fait, on a senti qu'il y avait ce besoin d'être aussi à Paris, à la fois pour rencontrer nos partenaires, pour rencontrer nos donateurs, etc. Donc, on a ouvert des locaux aussi à Paris. Maison, comment ça s'appelle? Agronome. Au sein de la Maison des ingénieurs agronomes. La Maison des ingénieurs agronomes. Ouais. J'ai failli me sentir intelligent quand j'ai passé. Mais tu peux. Quand tu passes la porte. C'est un super aura. Ici, c'est vraiment génial. Ok. Donc, mon échec. C'était pour faire passer le petit carillon. Excusez-nous, il y a des gens qui rentrent. Et donc, cet échec. Donc, j'ai fait ce stage à l'agence. Et là, je découvre déjà les open space à 20 personnes. Donc, gros choc. Moi, j'ai été chouchoutée avec vous à la com. On était OK en open space, mais de 4. On était les 4 dans notre bureau. J'ai jamais vu un open space aussi grand. Donc, déjà, déroutant. Je rappelle que j'étais fin 2013, donc la fin de mes études, donc assez jeune. Donc déjà, voilà. Et puis, beaucoup de stagiaires, beaucoup d'alternants. Donc choc et tout. Mais tout de suite, on met sur un projet. Donc franchement, je soutiens... Mais c'était une grosse boîte? C'était une grosse structure. Et mes super agences, ils font des super projets. Et en fait, je suis ma chef de projet qui a la responsabilité de monter un forum de recrutement sur la place de Concorde. Sur la place de la Concorde, avec une grosse banque et donc top en fait. Donc toujours cette histoire de recrutement, je suis dedans. Mais on monte le truc, je découvre les métiers de la logistique, de la prod, donc top. Et une fois que ce projet est terminé, gros flop. On perd appel à projet sur appel à projet, tout le monde se tend. Et en fait, mes journées sont vides. Donc, j'alerte plusieurs fois. Je dis, voilà, j'ai rien à faire. Est-ce que je peux aller avec un autre chef de projet? Est-ce que je peux aller en logistique? Essayer d'apprendre d'autres métiers dans l'événementiel?
Et en fait, je sens que ma chef de projet commence à se vexer au fur et à mesure. Et je dis à un moment donné, j'ai alerté 2-3 fois, j'ai fait un mail, j'ai démissionné. Ouais, bah t'as bien fait. Et en fait, mais sur le coup... Sur le coup, c'était un choc, quoi. C'était un choc pour... Alors, c'est simple, la chef de projet, la DRH qui me dit, mais une stagiaire qui se plaint, ça se voit pas, quoi. Ça se dit pas, ça se fait pas. Ah ouais. Et ensuite, je me dis, mais j'ai alerté, etc. Je remercie grandement l'école aussi, parce que je les avais avertis aussi. Et donc, la DRH avait appelé à mon insu l'école, qui avait été très bien reçue. Elle avait dit, mais en fait, elle vous a averti. Vous respectez pas l'objet du stage. Pour moi, je soutiens mon étudiante. Bien sûr, donc trop bien. Et la chef de ma chef m'a dit, mais aujourd'hui, Julie, si tu pars, tu trouveras plus jamais d'emploi dans l'événementiel. Ouais. On va te pourrir ta carrière, etc. Ah ouais, horrible. Genre, ils ont le temps de faire ça. C'est ça. Puis... et je me suis dit, oh là là, c'est horrible. Mais ouais, mais je me sens. Mais souvent, on entend des trucs comme ça. Moi, j'en ai déjà entendu. Hein. Mais c'est triste. Quoi. C'est triste, hein. C'est triste parce que c'est vraiment une agence qui est géniale, quoi. Ouais. Au lieu de dire, je suis désolé, c'est peut-être un peu de ma faute, reconnaître ses torts, tu vois. J'espère que tu pourras rebondir ailleurs. C'est ça, ouais. Et en fait, ça m'a fait grandir parce que bon, je suis quand même partie. Oui. Mais en pleurs, hein, clairement, en pleurs, gros doute sur moi, me dire, purée, ça fait 18 mois que je bosse sur des projets d'événementiel partout dans le monde. En plus, tu voulais faire ça, quoi. Mais ouais. C'était ton truc, quoi. Donc ça a été un peu cassé et dur. Dur, ouais. Et 5 mois après, je suis embauchée en CDD au pôle Léonard de Vinci pour gérer l'événementiel des 3 écoles. Donc, génial. Ouais. Trop bien. Drôle. Et par un diplômé de l'école. Et par un diplômé de l'école, parce qu'en fait, j'ai ce réflexe, et je le conseille à ceux, les étudiants peut-être qui nous écoutent, mais pas que les étudiants, les alumni aussi. Ouais. C'est qu'en fait, quand vous êtes en un changement de carrière ou quand vous voulez un peu vous tester, en fait, faites appel aux alumni. Moi, quand j'ai des étudiants qui me contactent, mais je prends le temps. Mais pas que les étudiants, j'ai aidé d'autres gens aussi en disant, en fait, les gens, ils veulent savoir quel est ton métier. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai exploré tout ce qu'il y avait. En fait, j'ai pris la liste des alumni, j'ai regardé qui était à Paris et je suis allée à leur rencontre. Je leur ai passé mon CV en disant, voilà, je veux juste ton avis et si par hasard, en plus, il y a un emploi qui se libère. Mais c'est trop bien de faire ça. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que j'ai été embauchée. Bien parce qu'il y avait quelqu'un qui partait au pôle. Et l'alumni qui était au pôle a dit, il y a une personne qui part, on cherche un remplaçant là pour 3 mois. Moi, j'avais faim et je voulais bosser. Donc, il a dit, viens, écoute, et on teste, quoi. Au bout de 2 mois, ils m'ont embauché en CDI. Et en plus, aujourd'hui, on a mis en place, tu vois, une plateforme, justement, où tu peux retrouver des alumni, tu peux même les géolocaliser sur une zone et tout, tu vois. Donc, il faut profiter à fond du réseau et des outils qu'on met en place, quoi. C'était mon message aussi que je voulais faire passer, le réseau des alumni, le réseau tout court aussi. Moi, je l'ai utilisé en tant qu'étudiante, à la fois pour décrocher mes stages, j'en ai eu 2 comme ça, à la fois pour faire mon mémoire, parce que c'était très international aussi. Ouais, et puis en plus, on n'avait pas de chat GPT. Exactement, donc on a dû se débrouiller avec mon bidon. Et pour mon emploi, j'ai cherché du côté des alumni d'abord pour voir les métiers que je pouvais faire, les métiers au contraire que je ne connaissais pas que je voulais découvrir. C'est comme ça que j'ai découvert qu'on avait dans les alumni un pilote d'avion. Voilà. C'est vrai. Donc voilà. Mais il y a des carrières extraordinaires parmi les alumni. C'est ouf, hein. Franchement, on est tellement variés et diversifiés. C'est trop bien. Et c'est super bien aussi pour le podcast, pour le coup, puisque ça me permet quand même d'avoir aussi des sujets très intéressants. T'as plein de clients. J'ai plein de clients. C'est ça. Et tu vois, là, nous, depuis le début de cette année, on a fait un constat, tu vois, à l'école, c'est que quand même, les jeunes, ils sont très sur les... Mais comme nous, hein, de toute façon, je vais pas faire le vieux con. Tu vois, on est souvent sur les ordinateurs, souvent sur les réseaux sociaux, souvent happés comme ça, tu vois, en dehors de la vraie vie. Et on s'est dit vraiment, ce qui est important, c'est de nous remettre dans la vraie vie, tu vois. Et si pour toi... il y avait, si tu devais résumer en quelques mots, si tu veux, ce que c'est la vraie vie, pour toi, à l'école, ça représentait quoi, la vraie vie Alors aujourd'hui, pour moi, la vraie vie, c'est savoir concilier le pro, être épanoui dans ta carrière, dans ce que tu fais, croire en tes missions. Croire en ce que tu fais. Croire en ce que tu fais. Enfin, moi, ma chef m'a souvent dit, voilà, Julie, c'est la commerciale de la fondation. C'est pas du tout mon titre. Je suis responsable développement. Mais en même temps, je vais vendre nos missions pour aller chercher collecter des fonds. Et si j'y croyais pas, je pense que j'y arriverais pas. Bien sûr. Donc déjà, voilà, la vraie croire vie. En ce que tu fais. Croire en ce que tu fais. Concilier vie pro, vie perso. Donc moi, la journée, oui, c'est vie pro. Mais le soir, le week-end, c'est ma famille, c'est mon sport, c'est mes enfants.
Et si on arrive à concilier tout ça, être épanoui Ouais. et pas faire de burn-out, Ouais. pour moi, voilà, c'est ça la vraie vie, clairement. Mais je suis d'accord avec toi, hein, les rencontres, moi je le vois dans ma mission et même dans mes précédentes missions. Moi, l'humain, c'était toujours au cœur de tout ce que je faisais. Ouais. Dans une start-up qui commençait à exploser dans les énergies renouvelables, ce que je faisais à Bruxelles, les services ne se parlaient jamais. Donc, ils ne comprenaient pas pourquoi la comptabilité avait des problèmes pour payer en temps et en heure les fournisseurs qui étaient nécessaires pour avoir les pièces sur le terrain. Et en fait, tout bêtement, j'ai dit, mais attendez, écoutez, on va faire un petit déjeuner chaque semaine. Chaque service amène chacun leur tour un truc à boire, à manger. Et on va juste faire le petit-déj, comme ça tue pas nos missions. Pendant une heure, on boit le café, le thé, etc. ensemble. Et juste, on discute de nos problématiques, de nos bonnes pratiques. Mmh. Et en fait, ça a libéré la parole. Et en fait, les gens se sont parlé, chose qu'ils ne faisaient jamais. Ah ouais, c'est hyper important. Et donc, pour moi, j'ai toujours un exemple. Dans toutes les expériences professionnelles, l'humain, quoi. J'ai toujours un truc où je prévois les rencontres. Mmh. Ok. Et on va passer sur ton engagement à la Fondation AgroParisTech. Mmh. Depuis ton arrivée en septembre 2022, quel projet ou initiative à la Fondation t'a particulièrement marqué? Moi, qui m'a vraiment bluffé. Moi, il y a 2 trucs. Donc, je suis responsable développement. Mon but, c'est d'accompagner les projets. Et il y en a un particulièrement qui, 3 mois après mon arrivée, on me dit, voilà, tu organises l'appel à projet de l'initiative S'engager. L'initiative S'engager, c'est soutenir des associations qui ont un impact à la fois sur le social, l'économique, mais aussi sur l'environnement, le développement durable, les ODD, Objectifs Développement Durable. Et donc, je suis en charge de gérer les candidatures, de faire en sorte que les dossiers sont complets, de mettre en place un jury d'externes, d'internes à AgroParisTech et de décider. Alors moi, la Fondation est souveraine des décisions du jury. Mais après, c'est moi qui gère les conventions, les virements, etc. Et puis le suivi de ces étudiants-là. Et en fait, je reçois les dossiers. Et là, je suis face à majoritairement, les dossiers, c'est des associations d'étudiants qui partent en césure. Et là, je me retrouve face à des étudiants donc, qui ont à peine 20 ans. Donc moi aussi, je vais être vieux crouton à dire ça. Et à 20 ans, je découvre un projet qui part... en Méditerranée, chaque année, l'été, pour faire des prélèvements de nanoplastiques en colonne profonde. Et ils envoient leurs échantillons au laboratoire. Et quand ils font escale, ils font de la sensibilisation au grand public sur la pollution. Donc déjà, ça pose. Et là, je découvre qu'une des nanas a fait un jeu de société pour les enfants. Elle a créé de A à Z un jeu de société sur la pollution de plastique. Je découvre qu'ils font des reportages à base de smartphones, mais qui sont magnifiques. Donc déjà, grosse claque, je me dis waouh, eux ils partent 2 mois et demi faire ça, des échantillons pour les laboratoires, ils font de la sensibilisation, etc. Et ils ont des projets de dingue. Puis je découvre des documentaires. Il y en a un, c'est mon chouchou, c'est À l'ombre des glaciers alpins. Donc c'était pendant le Covid, ils sont partis dans les Alpes françaises et autrichiennes pour filmer la fonte des glaciers et pour montrer comment les chercheurs y font face, comment les acteurs du tourisme y font face, comment les habitants y font face. Et là, tu te prends une grosse claque. Et ça, c'est des étudiants qui font ça? Ouais. C'est génial. Et donc là, je me dis, bon, là, t'es bien. Là, tu découvres des super projets. C'est des étudiants qui montent ça. Il faut les aider. Il faut qu'ils aillent faire des festivals. Il faut qu'ils aillent... il faut qu'ils aillent voir plus loin en plus de ce qu'ils font parce que c'est juste canon et ça concerne tout le monde. Donc déjà ça, première claque. Quelques mois après, donc dans une de mes missions, c'est de soutenir les chaires partenariales de mécénat. Donc le mot chaire est utilisé à tout va dans l'enseignement supérieur. Moi j'aime bien dire des programmes de recherche, programmes scientifiques de recherche, en mettant autour de la table des partenaires socio-économiques. Et donc, il y en a une qu'on porte, donc on en a 9 au total. Et il y en a une en particulier qui est la comptabilité écologique. Donc, c'est comment mettre au bilan comptable la nature, chiffrer la nature. Et donc, c'est une chaire qui a des thèses, nombreuses thèses, c'est très technique, etc. C'est soutenu par 2 enseignants-chercheurs très connus dans le milieu, etc. Et j'assiste à leur premier colloque, enfin moi j'assiste à mon premier colloque scientifique, c'est avec eux, et je me dis waouh, bon j'ai fait de la comptabilité en IUT, ça remonte, mais là on parle d'autre chose quoi.
Et, c'est la comptabilité carbone, quoi. Ouais, C'est mais, ça mais pas que ça. Pas Il que y a ça. vraiment placé la nature dans le bilan, le bilan, donc dans les capitaux propres, etc. Le chiffrer, Ah ouais. chose qui n'existe pas aujourd'hui. Ok. Et l'un des thésards a décidé, pour montrer ses résultats au colloque scientifique, de faire appel à des comédiens. D'accord. Et en fait, ils ont monté, ils étaient 3 artistes plus le thésard, ils ont monté une pièce de théâtre de 15 minutes pour expliquer les résultats de sa thèse. Trop Génial, bien. hyper original. Ouais, grave. Parce que généralement, effectivement, les thésards, ils sont la tête dans le guidon, ils sont très techniques, c'est très bon, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas ce côté marketing, Oui. qui est facile. Bon, de plus en plus, la thèse, raconte-moi ta thèse en 180 secondes, etc. Mais lui, il a fait ce parti pris et c'était génial. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai retenu le mieux de ce colloque, c'était cette pièce de théâtre de 15 minutes. Mais dans les deux cas, pourquoi ? Parce que c'est quand même... C'est des passionnés, en fait, c'est ça ? C'est une passion, la nature, Ah oui. Ouais, c'est ça ? C'est passionné et puis c'est des experts. Ouais. Là, on parle à des étudiants qui sortent d'une école d'ingénieur agronome, donc ils ont les bases solides, et d'ailleurs, ils s'en rendent pas forcément compte. Pour moi, c'est l'avenir. Et tu as les thésards qui sont très experts dans leur sujet et qui ont des résultats qui vont, pour moi, changer le futur. Changer le monde, ouais, clairement. changer le futur, ouais. Et dans les sujets qui nous concernent tous. L'agriculture, l'environnement, la biodiversité. Enfin, on peut pas y échapper. On l'a bousillé jusqu'à aujourd'hui. Il faut se rendre compte que maintenant, il y a quelque chose à faire et quelque chose à réparer. Donc c'est ça le rôle de la fondation, c'est de s'adapter à ces enjeux et de rendre visible ce qui est fait, ce qui peut être fait. C'est ça. En fait, nous, notre rôle, on finance et on épaule des porteurs de projets. Ouais. Alors, particulièrement la Fondation AgroParisTech, c'est l'écosystème AgroParisTech. Donc, ceux qui viennent toquer à n'importe, c'est nos étudiants, nos alumni, nos enseignants-chercheurs, du staff, nos incubés. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait un pied dans AgroParisTech. Mais en fait, on va les aider à avoir un impact dans leurs projets. Les fondations, c'est ça, le côté positif des fondations, c'est qu'on va pouvoir faire le pas de côté, on va pouvoir financer des projets qui sont très risqués, innovants, là où par exemple l'État va pas oser y aller, etc. Nous, on va l'épauler, on va le financer, on va le suivre, on va le développer. Et en plus, si ça marche, eh ben, on va en faire une success story pour que les gens puissent s'en inspirer et qu'on puisse pousser d'autres gens à aller sur cette voie. Ok. C'est quelque chose qui te passionne aussi, j'imagine. Ouais. T'as envie. Depuis que t'es devenue maman, non, il y a pas un truc comme ça où on se dit, tiens, maintenant il faut vraiment que j'ai un impact Et toi, t'es au cœur justement de cet impact. C'est ça, exactement. Et puis même, on le voit avec nos enfants de plus en plus. Moi, je vois l'école maternelle de mon aîné. Ils sont labellisés développement durable. Ouais. Donc forcément, dans l'année, il y a toujours des histoires en rapport avec l'environnement, la biodiversité. Et je suis super contente de le savoir. Moi, j'ai une anecdote très marrante avec mes parents. À l'époque, eux, ils pouvaient rouler sans ceinture de sécurité. Bien sûr. Et mes parents m'ont toujours dit, on a changé la donne à cause, donc là je pèse bien mes mots, ils disent à cause de toi, parce qu'à l'école, ils t'ont forcé à dire il est important de mettre la ceinture de sécurité, etc. Alors que nous, c'est devenu un réflexe. Moi, si mes parents m'en avaient... c'est normal, quoi. Oui, mais tu vois, si mes parents ne me l'avaient pas dit, oui. Pour moi, c'était pas l'école qui me l'avait inculqué. Ouais, bien sûr. Ouais. Et là, je trouve que c'est hyper important qu'on parle d'environnement, de biodiversité, de gestion des déchets, du recyclage, de tout ça, qu'on en parle dès l'école. Ouais. Et en plus, je me sens je sens que du coup, avec le métier que je fais aujourd'hui, je peux appuyer tout ce qu'il apprend à l'école en disant mais oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est génial. Ah oui, moi mon aîné, je l'ai amené à la fête de la science sur le campus d'AgroParisTech. Trop bien. Et il y avait une des chaires qu'on porte, donc une des programmes qui s'appelle la chaire COPAC. Donc c'est tout ce qui est emballage alimentaire éco-conçu. Et donc elle prouve en fait qu'effectivement on peut réduire le plastique, mais pas partout. Et en fait, ils ont mis en place des ateliers pour enfants pour voir comment l'enfant arrive à percevoir les emballages en carton, le plastique, l'aluminium, etc. Ben, mon enfant... S'ils font la différence, ils arrivent à faire la différence, c'est ça ? Et c'est ça qui est fou. J'ai amené mon aîné qui a 4 ans, 5 ans bientôt. Et en fait, il a adoré cet atelier. Et du coup, il a compris quand moi je suis cuisine et que j'ouvre ma fameuse barquette en plastique, etc. Ouais. Et je lui dis, ça, tu le mets dans quelle poubelle ? Poubelle jaune, maman. Allez, vas-y. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est cool. Et
Et du coup, j'ai perdu le fil. Désolée. Non, il n'y a pas de souci, je t'écoute. Tu sais, franchement, c'est top, c'est génial. C'est vraiment bien. Et c'est quoi les perspectives pour l'avenir de la fondation, justement, dans ce secteur? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses. Tu vois, on dit souvent que les prochains défis pour l'humanité, c'est l'agroalimentaire et l'énergie. Ouais. C'est vrai. Hein. Ah bah, complètement. Ouais. On est d'accord. Et ben, tu l'as dit, agroalimentaire. Donc nous, on est plutôt sur ces sujets-là. Nous, nos sujets, c'est tout ce qui est agriculture, agroalimentaire, santé, forêt, biodiversité, environnement. Ouais. Donc c'est un spectre hyper large. On a déjà des missions qu'on fait. Donc on soutient via des appels à projets majoritairement des étudiants, mais pas que, via des associations, via de l'entrepreneuriat, de la recherche, de l'innovation, et on porte des programmes de recherche-action. Et fin 2024, là, on a décidé de faire vraiment un gros coup marketing, je dirais, et on s'y attelle là fort. C'est fin 2024, on a lancé notre première campagne quinquennale. Ouais. Et sur le sujet de la transition agroécologique. Ouais, hyper important. Hyper important, mais sujet à la mode aussi, qui peut être un peu politisé et dommage. Et en fait, là, nous, vraiment, on veut pas révolutionner les choses. On veut vraiment être acteur de la transition agroécologique avec ce qu'on fait déjà, ce qu'on soutient, ce qu'on développe, etc. Mais vraiment avoir un véhicule où là, on recense tout ce qui a déjà été fait. Il y a énormément de recherches qui a été faite. Et vraiment de le mettre sur une seule chose. Alors, je ne sais pas si c'est plateforme, si c'est un hub, peu importe, mais en tout cas, de recenser tout ça. De recenser toute la recherche, toutes les choses qui ont été faites sur une plateforme. De former, mais pas que les étudiants. Il y a les agriculteurs, mais les agriculteurs, s'ils veulent être formés, il faut qu'ils soient financés aussi. Donc, les aider à se former et être financés pour ne pas perdre leur chiffre d'affaires qu'ils font actuellement. Les techniciens aussi, parce qu'il y a beaucoup de techniciens, qui veulent passer sur l'agroécologie, mais ils n'ont aucune formation dessus. Et de mettre en valeur, ce que tu disais tout à l'heure, les success stories de, voilà, cette ferme, c'est un exemple parfait de la transition agroécologie dans votre territoire, donc pas que en Île-de-France, partout en France, et dire, ben voilà, est-ce que vous voulez être un modèle pour ceux qui veulent changer complètement leur modèle? Leur modèle, ouais. Exactement. C'est chaud quand même de changer complètement de modèle. Ah, c'est difficile, bien sûr. Ben, déjà, c'est une question économique, déjà. Et c'est surtout une question économique. Hein. Voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que nous, notre rôle à la Fondation, c'est de faire parler aussi la recherche qui existe depuis des années sur l'agroécologie et les acteurs économiques pour leur dire, il faut financer tout ça. Et il faut que vous vous parlez entre vous parce que vous avez forcément les acteurs économiques, il faut qu'ils fassent du chiffre pour continuer à vivre. Enfin, c'est normal, on le comprend. Mais ils sont de plus en plus à l'écoute sur ces sujets-là. Ouais, bien sûr. Parce qu'ils se rendent compte, oui, en fait... c'est obligatoire, en fait. Oui, si on n'a plus de terre à un moment donné, on ne pourra plus faire de chiffre d'affaires sur notre terre, sur ce qu'on vend, etc. Donc, il y a une vraie prise de conscience, je pense. Et vous sensibilisez aussi le public? Toujours. Sur ce sujet-là? En fait, on est d'intérêt général. Ouais. Donc, utilité publique. Et donc, il y a de la sensibilisation, oui, de nos experts, de la formation de nos étudiants, mais pas que, parce qu'on s'associe à d'autres écoles aussi, donc pour former. Mais c'est sensibilisation grand public. Tout ce qu'on fait est du domaine public. Toutes les recherches qui ont été réalisées, c'est du domaine public. Okay. Et c'est d'ailleurs, c'est obligatoire. Quand on est une fondation reconnue d'utilité publique, autonome, tout est public. Donc, on cherche toujours des façons de sensibilisation auprès du grand public. Du coup, toi, tu manges local, Exactement. Oui, tu rigoles, mais de travailler dans une école d'ingénieurs agronomes, toutes les semaines, on a une association étudiante qui vend les paniers de légumes et de fruits et légumes de tous les producteurs locaux. C'est trop bien. Et donc, du coup, chaque semaine, je vais chercher mon petit panier auprès de cette asso étudiante et ça fait marcher les gens en local. Après, oui, effectivement, je suis pas à 100% blanche dans l'histoire parce qu'il y a des choses normal. que voilà. Et puis comme tu l'as dit, j'ai habité aux États-Unis.
pendant 2 ans. J'ai cette culture américaine et mine de rien en moi. Donc quand le Costco à côté de chez moi a ouvert, le temple de la consommation, bah forcément je vais y jeter un œil, quoi. Oui, tu vas jeter Voilà. un œil. Ça veut pas dire que tu ressors avec un caddie plein de conneries, quoi. C'est ça, exactement. Quoique. Mais ils font Non, mais des après, efforts. tu vois, alors, moi, j'habite à Pau, j'habite à la campagne, en fait. Quand Ouais. tu habites à Pau, tu es dans la campagne. Même si c'est une très jolie ville, une grande ville, il y a, voilà... Bon, bref, venez voir si vous Le avez boulevard envie des de venir. Pyrénées, le boulevard des Pyrénées. Le BDP. Je sais pas s'il y est toujours ce glacier d'ailleurs, artisanal, bref. Il Si, était très bon. Giorgio, le camion bleu. Ah non, moi c'était pas un camion, mais peut-être à côté Ah, si, du c'est château, ça. Ah, il en fait, était glacier artisanal, mais oh, Ah oui, non, dingue. chez Métayer. Oui, c'est ça. Ouais, Oh là là. ouais. Non, ouais. Bon, bref. Bref, oui. Donc, quand tu pardon. habites à Pau, si tu veux, moi, je vais au marché. Ouais. Tu vois, on consomme la plupart du temps local. Par contre, on doit acheter des trucs un peu genre des pâtes, tu vois, voilà. Oui, bien sûr. Mais la viande, les légumes, tout ça, ça vient autour de chez nous, tu vois. Et il faut. Mais j'arrive pas à l'imaginer à Paris, à Lyon, à Toulouse, tu vois, dans des grandes villes. Bah si. C'est Mine de possible. rien, ici à Paris, donc je vous rappelle, moi je voulais pas du tout vivre à Paris. Bah, Bon, après, je suis pas dans le centre de Paris, je suis en banlieue, donc déjà je suis près de la vallée de Chevreuse, etc. Donc je suis quand même dans le vert. Ouais. Mais il y a quand même des producteurs, il y a énormément de producteurs. Ouais. Et il y a aussi les agricultures urbaines. Alors, ça ne nourrit pas toute la population, mais les agricultures urbaines, il y a les potagers, il y a le côté social aussi, il y a le côté emploi, et mine de rien, c'est super important aussi. Il faut toujours regarder autour de soi de ce qui se passe. Et un truc aussi qui me choquait, quand je suis arrivée à la Fondation, j'ai regardé le documentaire réalisé par des étudiants en césure, encore une fois, qui s'appelle « Tu nourriras le monde », qui parle surtout des agricultures en Champagne. Et en fait, j'ai réalisé que nos agriculteurs, surtout l'ancienne génération, depuis la guerre, ils ont été un peu brimés sur je dois pallier à la faim dans le monde. Ouais. Et en fait, ils étaient dans la production, surproduction, Ouais, les ça. politiques agricoles communes qui les aidaient plus. On rase toutes les haies parce qu'il faut plus de rendement, plus de terre, etc. Et ils se sentent en fait hyper responsables de la faim dans le monde. Mais vraiment, dans ce reportage, c'est flagrant. Ah ouais. Alors que déjà, en local, si on fait déjà pas mal de choses en France, c'est déjà super bien. Au lieu de produire tes céréales et l'exporter par contre à l'autre bout du monde, effectivement, on en a besoin aussi en France. Bien sûr. Mais on a aussi besoin d'autres choses, d'autres pays, forcément, qu'on n'a pas. Mais ça m'a frappée et je me dis, les agriculteurs aussi, ils ont une pression sur les épaules qu'on leur a mise depuis l'après-guerre, qui heureusement, avec les nouvelles générations, change un petit peu. Mais en fait, ce sont eux les métiers premiers. Il faut les chouchouter. En fait, il y a tout un état d'esprit à changer, Oui. il y a tout un système en fait qui doit évoluer et changer plus proche de la terre, plus proche de l'humain. Encore une fois, ce qu'on a dit, quoi. C'est l'humain qui est au centre de tout, quoi. C'est ça, t'as tout compris. C'est hyper important. Puis, voilà, moi, quand je suis arrivée à la Fondation, ça m'a vraiment frappée. C'est vraiment, waouh, je me rendais pas compte quand même que les agriculteurs sont à ce point le premier maillon. Ouais, le premier maillon de tout, à la fois de notre alimentation, mais aussi de nos biodiversités, de la gestion de nos terres, il y a plein de choses. Et puis, il faut arrêter. Ils sont hyper innovants. Ils sont là. Je porte un des programmes qui est sur l'agriculture et le numérique. Faut pas croire. J'en suis sûre que nos agriculteurs, ChatGPT, pour eux, à côté, c'est du pipi de chat. Ouais. Ah, ils sont à la pointe de la technologie, mais ouais. bien sûr, bien sûr. Ouais. Et puis surtout, moi, je soutiens un projet qui, justement, pour baisser les intrants, phyto, pesticides, nitrates, etc. Pesticides. Comment l'agriculteur peut utiliser le numérique. Donc là, on a remporté un projet qui est énorme, un appel à projet énorme, qui en fait nous permet de faire un jumeau numérique de la ferme expérimentale de Grignon, qui appartient à Groupe Paritech. Et en fait, sur ce jumeau numérique, on va faire des choix. Des choses. Ouais. Ah, trop Et bien. voir comment, du coup, l'agriculteur, il va se dire, OK, donc là, je peux planter mes graines, là, non, là, peut-être je peux me risquer là-dedans, etc. Il peut se planter sur son jumeau numérique.
et après prendre la dernière décision sur ses vraies terres. Ça, c'est canon. J'ai un pote qui est diplômé de l'école aussi, tu vois, qui bosse chez Turboméca, il est expert comptable là-bas. Et il est agriculteur en même temps dans la ferme de son père. Ah, c'est drôle. C'est drôle. Ça me fait penser à lui quand tu me parles de ça. Mais c'est souvent, parce que moi, j'ai un de mes partenaires qui est dans la robotique, dans l'agriculture. Ouais. Et récemment, on les a rencontrés parce qu'on est allé chez eux, etc. Et en fait, tous les gens qu'on a rencontrés, ils ont tous des terres et ils cultivent du champagne, du vin, un potager plus. Enfin, impressionnant. Tu sens l'amour pour les terres. Et mais tant c'est mieux. Ça, mais lui, il a vraiment, c'est de l'amour qu'il a pour ses terres. Tu vois, c'est familial, c'est là depuis des années, etc. Il a fait l'école de commerce. Il voulait être expert comptable. Il est expert comptable aujourd'hui. Il gagne très bien sa vie chez Safran, tu vois. Ouais. Mais tous les week-ends, ou à chaque fois qu'il y a besoin, tu vois, quand il s'agit d'aller récolter, labourer, etc. Il y est. Ouais. Il est tout le temps. Et des fois, il te fait des journées de dingue, quoi. Tu vas chez Turbo, et hop, il rentre chez lui, et puis il se met sur son tracteur, quoi. Ouais, c'est top. Tu vois, c'est ouf. C'est vraiment aussi un métier passion, quoi. T'es vraiment passionné par la terre et par ce que tu fais. C'est vrai, hein. Ah bah dis-lui. Nous, on organise un appel à un projet qui s'appelle Coup de pouce pour justement financer des projets dans la transition agroécologie, mais dans des fermes qui sont assez petites. Ouais. S'il veut acheter un nouveau tracteur ou un nouveau quelque chose pour faire, pas forcément que du bio, mais en tout cas, de faire sous les règles d'agroécologie, bah, nous, on les finance, ce type de projet. Et tu sais comment ils financent maintenant leur truc ? Ils mettent des panneaux solaires partout. Ah ouais. C'est la grande mode, entre guillemets. Mais c'est bien. C'est bien. C'est bien parce que là, il y a une question d'énergie, etc. Nous, on a un de nos partenaires qui est là-dedans et effectivement, on pense qu'il y a quelque chose à faire. Et puis, il y a tout ce qui est biodiversité qu'on peut cultiver autour des panneaux solaires, etc. Il y a des choses à creuser et les recherches commencent, donc c'est bien. Ouais. J'ai fait un super podcast justement sur ce sujet-là, tu vois, sur des panneaux solaires à Bordeaux. Tu l'écouteras. Si ça t'intéresse. Ben, j'avais commencé à l'écouter, figure-toi, parce que quand j'avais préparé ce podcast, David, promis, j'ai travaillé. Je t'ai mis la pression. Ouais, je sens. Oui, 252 questions. Non, en fait, moi, quand j'ai travaillé dans les énergies renouvelables, c'était un stage à Bruxelles, et en fait, il y avait ces solutions de panneaux. J'ai découvert les éoliennes domestiques aussi. Moi, je connaissais que les éoliennes en mer et les éoliennes quand tu prends l'autoroute pour aller dans le sud. Ça existe depuis longtemps, hein, les éoliennes domestiques. Ouais, et tout ça, je l'ai découvert via un stage et je me suis dit, waouh, il y a des choses qu'on peut faire. Mais il y a plein de choses. Hein. Mais bien sûr. Mais on les connaît pas forcément. Niveau, je veux dire, nous, on n'est pas agriculteurs, tu vois. Enfin, toi, tu as plus d'impact que moi, évidemment, puisque tu travailles à la fondation. Mais tu vois, aller consommer local, aller voir des fermes aussi avec les enfants, parce que c'est hyper important. Oui. D'aller dans les fermes, aller voir des animaux, aller voir les gens qui y travaillent, acheter des œufs de la ferme, du fromage de la ferme directement chez le producteur, du lait, du vrai lait tu vois, de la ferme, etc. Les soutenir, c'est génial, parler d'eux, parce qu'en fait, c'est ça aujourd'hui, ils sont tellement dans leur travail qu'on parle pas assez d'eux. Ouais. Moi, alors je suis madame réseaux sociaux aussi, mais quand je vais à une ferme pédagogique avec mes enfants, forcément, l'entrée, c'est tu donnes ce que tu veux. Ouais. Moi, je donne toujours un billet. Et c'est surtout, je parle d'eux, je ramène des amis avec moi. Enfin, voilà. Il faut parler des gens. De ces gens-là, bien sûr. Et puis, c'est tellement bon, c'est tellement meilleur. Tu vois, quand c'est directement chez le producteur que des trucs transformés et retransformés qui n'ont plus de goût. Ouais. Le goût, quoi, il faut le dire. Enfin, c'est puis, ça aussi. Écoute, on est des alumni d'une école de Sud-Ouest. On aime la bonne bouffe, quoi. Voilà. Donc forcément, oui, tu prêches une convaincue. Là. Voilà, c'est ça. Bon, écoute, on va terminer. On parle beaucoup, hein, tu vois. Mais si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu donnerais à la Julie Grimm qui était étudiante, que j'ai connue étudiante? Là, aujourd'hui, si tu pouvais revenir en arrière, tu lui Moi, j'ai un seul regret. En tant qu'étudiante, tu vas trouver ça drôle. Allez. Je pense que ça va même te choquer. Ah merde, putain, je m'attends au pire, là. Qu'est-ce qu'elle va dire? Eh ben, en fait, je pense que j'aurais dû me former à la mécanique. Ah ouais? Parce que mon rêve était de faire le 4L Trophy. Ah ouais, mais il fallait le faire. Et j'ai jamais osé. Mais après, je faisais plein de choses. Partout. Ouais, je fais du volley, j'ai travaillé pour vous, j'allais en salon et tout ça. Tu peux pas tout faire. Mais en même temps, j'aurais pu. Si, je pense que j'aurais pu le faire, mais j'osais pas parce que je m'étais dit déjà, la mécanique, c'est pour les mecs. La mécanique, tu piges rien. Enfin, moi, j'avais passé le permis. À l'époque, ça avait changé. Il y avait 2 questions à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Quand on a soulevé le capot, j'avais peur de ce qu'elle allait poser comme question. Et je me suis dit, bon, je vais pas me lancer dans ça. Et aujourd'hui, je regrette de fou parce que
j'ai vu des gens de l'école partir en 4L Trophy. Quand je travaillais au pôle, j'ai soutenu des étudiants à trouver des sponsors, etc., pour qu'ils partent 4L Trophy. Et quand je suis partie du pôle, je crois qu'ils étaient au moins... je crois la dernière année où j'y étais, ils étaient 8 à partir. 8 binômes, pas 8 personnes. Donc, on avait les 4L qui étaient devant l'école. Enfin, c'était canon. Et... Du pôle Léonard de Vinci. Ouais. Et je me dis, c'est une expérience humaine de dingue, dépassement de soi et tout ça. Et donc, c'est mon seul regret. Ton seul regret. Ouais. Ok. En fait, là, tu te dirais sur tac, vas-y, fais-le, n'hésite pas, il faut que tu le fasses. Ose. Fonce. Voilà, fonce. Apprends la mécanique. Ouais. Il faut pas que tu ailles un recul. Effectivement, je m'attendais à tout sauf à ça. Tu vois? Non, mais c'est vrai, hein, c'est un truc de dingue. Puis après, j'ai rencontré... Bien. Non, mais c'est très drôle parce qu'après, je me dis, peut-être qu'il est pas trop tard. Non. Parce que ma dentiste, elle a fait le rallye des gazelles. Ben voilà. Et je me dis, waouh! Et en fait, j'en ai parlé à ma dentiste et à une de mes fournisseurs qui, pareil, elles se sont fait une formation de 6 mois en accéléré en mécanique. Et elles sont parties. Bah ouais. Et je me dis, waouh! Mais tu vois, il est pas trop tard, effectivement, tu peux encore le faire en mode side project, tu vois. Ouais. À la mécanique. Mais je te rappelle que je suis maman, je fais du volley en compétition. À un moment donné, j'ai plus d'heures. Voilà, il faut faire des choix. Ok, allez, je t'ai préparé 5 questions bonus décalées et introspectives. Tu les as préparées? Je sais pas lesquelles tu vas me poser. Attends, je fais le bruit de feuille. Je fais le bruit de feuille pour qu'on voit. Désordre. Ouais, ok. Allez, je regarde pas mes feuilles. Vas-y. Si ta carrière. Ouais. My career. Si ta carrière. Yes. Si ta carrière était un film ou une série, quel en serait le titre et pourquoi? Alors, très bonne question. C'est une excellente question. C'est une excellente question. Non, moi je pense que ça serait Julie, un personnage lunaire ou solaire. Ah oui. Ouais. Pourquoi? Parce que solaire, et c'est quelque chose qu'on m'avait dit, j'ai du mal à le dire, mais du coup, comme on me l'a dit plusieurs fois, j'aime bien en parler. Parce qu'a priori, j'apporte la bonne humeur. Dès que je rentre dans un bureau, on me dit à chaque fois, oh là là, Julie est arrivée. Grave. Et voilà, je suis toujours souriante, j'ai toujours un truc drôle à raconter, voilà, parce que je trouve que c'est important de commencer ta journée. Voilà. Et je suis très optimiste, mais que dans le milieu pro. Donc ça, c'est très drôle. Ah ouais? Dans le milieu perso, non, pas du tout. Ouais. Tu interroges mon mari, c'est la plus pessimiste au monde que j'ai rencontrée. Ouais. Ah, merde. Donc c'est très drôle que tu vois le. Ah ouais. Donc déjà, tu vois le côté solaire, lunaire, what the fuck. Non, c'est pas ouais. Voilà. Donc du coup, il y a ça. Et puis lunaire, parce que en fait, de par mes expériences événementielles, il faut toujours trouver un sujet qui sort de l'ordinaire. Ah, j'adore. Mais pour accrocher les gens autour de toi. Ouais. Donc un truc bête. L'histoire du petit déjeuner que je t'ai raconté tout à l'heure, voilà, c'était complètement bête. Comment faire réunir des services qui cravachent toute la journée, mais qu'il faut qu'ils se parlent. Bon, vous savez quoi les gars, je vais faire un premier petit déjeuner, je vais faire des crêpes. Ah, sympa, voilà. Ben oui, mais c'est des trucs simples qui fonctionnent. Des trucs simples. À la Fondation AgroParisTech, on a ces nouveaux locaux et on se dit, il y a plein d'événementiels à faire, on est au centre de Paris. Comment convaincre des donateurs qui ont déjà donné et ceux qui n'ont pas encore donné pour les faire venir et pour qu'ils donnent. Ben moi, particulièrement, j'ai un projet qui me tient à cœur. Je vais faire la première vente aux enchères à la Fondation. Trop bien. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir vendre? Ouais, qu'est-ce que tu vas vendre? Je ne vais pas vendre des terres agricoles. La Fondation ne possède pas de terres, etc. Ben, nos étudiants qui partent chaque année, qu'on soutient, des associations étudiantes qu'on soutient, ils reviennent avec des photos de biodiversité, d'agriculture, de paysages dingues. Et en fait, ces associations-là, j'ai envie de les mettre en avant. Et du coup, je vais imprimer leurs plus belles photos. Trop bien. Et je vais faire une vente aux enchères comme ça. Donc j'espère que ça va marcher. Mais ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, les inscriptions commencent. Donc je suis super contente. Et on va faire ce jeu de vente aux enchères. Et pour avoir des donateurs qu'on connaît déjà, pour proposer quelque chose de nouveau, mais pour qu'ils viennent physiquement, l'histoire de la rencontre de l'humain, qu'ils invitent. Dans la vraie vie. Exactement. Et qu'ils invitent des copains à eux, qui n'ont jamais donné à la Fondation, mais qui vont être, j'en suis sûre, convaincus parce qu'ils vont venir le jour J. On va les rencontrer, on va faire rencontrer des étudiants. Les étudiants, il faut qu'ils soient mis en avant sur ces projets. Ouais.
Et donc là, je pense que c'est gagnant. Et donc voilà, donc j'ai ce côté lunaire, je pense que voilà, j'ai toujours une idée un peu farfelue, des fois, ou pas, où je me dis, tiens, il faudrait peut-être tester ça. Ah, Julie, mais t'es malade, les gens, ils etc. doivent être... Oh non, attendez, Julie, encore une idée. Voilà, oh. c'est ça. Et je les embarque de force. C'est bien. Mais après, ça marche ou ça marche pas, hein, mais en tout cas, il faut le tester. Est-ce qu'il y a un objet, un livre ou une chanson qui te suit depuis tes débuts ou une personne? Mais ça, c'est un peu plus gênant. Non, il y a un truc à chaque fois, une musique que j'entends à chaque fois et qui me fait super plaisir. C'est Infinity 2008 je crois que c'est Joshua Guru Josh, un truc comme ça. C'est comme ça, le titre, il me dit absolument rien. Mais tu le taperas, tu verras, tu le mettras en fond au podcast. Attends, on va l'écouter parce que... Puis c'est vieux. Infinity 2008. Infinity 2008. Tu vas l'écouter, tu vas dire, ah mais oui, bien sûr. J'en suis sûre que tu dansais en discothèque. Spotify. À l'époque. Infinity 2008. De Guru ou Josh Guru, un truc comme ça. Puis il y a écrit classe vocal edit. Classe comme les trucs de tracteur. Non. Mais c'est peut-être ça. C'est un peu vieux, hein, 2008. C'est peut-être d'ailleurs 2008 parce que c'est sorti en 2008. Guru Josh Project. Ouais, c'est ça. Project, ouais. Je sais pas. Attends. Oh, mais c'est super vieux. Ah mais oui. Et j'ai un certain âge, David. Je sais pas, c'est ça. C'est ça. Ça t'évitera le montage. Ah, c'est ça. Tu reconnais? Ça, oui, je reconnais, ouais. Ah, ben voilà. Ah ouais, grave. Oh là, les remixés, là. Ouais, bon, bah, c'est une version... C'est une version de 2025. Ok. Et donc, pourquoi cette chanson? Oui, pourquoi cette chanson? Retour en arrière. Je suis en stage à la radio. Donc aux États-Unis. À New York. À New York, exactement. Donc c'est une radio style énergie. Ouais. Et je travaille au département communication événementielle. J'organise tous les concours. Ouais. Et bon, bref, comment te la faire courte? Ce stage dinguerie, je passe de premier jour, je roule des t-shirts par taille pour les ventes au festival. Ouais. À la fin de mon stage, je gère tous les VIP du concert annuel de la radio. Ouais. En fait, les Américains, ils sont comme ça. Ils te donnent des micro-tâches, tu dis rien, tu fais bien ton taf, le lendemain, t'en as une plus grosse. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Okay. Donc, au bout de 2 mois, j'ai été à l'antenne le matin. Je participais comme un personnage. Trop bien. Ouais, trop stylé. Bien sûr, le surnom Frenchie. Bon, pas très original, mais du coup, je faisais la matinale, en fait, avec plein de personnages. Et au final, j'ai géré l'événement, l'entrée des artistes, les loges, quand ils rentrent sur scène, quand ils sortent de scène, les autographes et tout ça. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de VIP, beaucoup de stars, enfin voilà. Et... Genre George Clooney. Non, pas George Clooney, mais genre P. Diddy. Alors super maintenant, mais voilà, c'est couillon, mais tu vois, j'ai pas resté trop longtemps avec lui. Non, heureusement. Mais Kat DeLuna, Luciana, Travis McCoy, enfin voilà, plein de stars quoi. Ouais. Et quand je suis revenue de cette expérience aux US, à l'école, on organisait un concours vidéo. Oui, Reporters Abroad. Exact. Yes. L'animateur était d'ailleurs le président actuel de notre réseau alumni, c'est comme ça que j'ai connu Guillaume. Et donc tout le monde fait Attends, il était animateur de Ouais. Parce que j'ai pas... C'est vrai? Ouais, il a été animateur de Reporters. Non mais tu m'as caché ça, Guigui? Ouais. Non mais lui, il s'en souvient très bien parce qu'à chaque fois qu'il m'appelle, il me dit « Ah, c'est l'américaine au téléphone. » Et tu vas comprendre pourquoi. Et donc du coup, je reviens de ce stage et je me dis « Bon, je vais envoyer du lourd. » Je vais mettre que des photos, des stars que j'ai rencontrées, la radio que je faisais. Donc, tu me vois avec le micro en train de parler et tout. Mais voilà, ça y est, ça revient. Voilà, et tout ça. Et très bling-bling. C'est clair. Et il y avait cette musique. Ah ouais. Et en fait, ça s'est arrêté. Gros blanc dans l'amphi. Et là, les gens, ils sont devenus ouf. Et Guillaume, il me dit... Bon, on appelle la vraie américaine de l'école, Julie, et donc j'arrive et tout, et je dis, ouais, c'était un stage de dingue et tout. Je dis, mais t'as rencontré d'autres stars. Et tout ça pour dire que, en fait, je me suis tellement sentie bien dans ce stage. Ouais. Il y avait ce côté bling-bling, oui,
Mais il y a surtout ce côté management qui était dingue. Ouais. Je suis partie de la micro-tâche. Ouais, et puis j'ai fait un truc de fou à la fin. C'est moi qui ai organisé un concours. On est parti de New York dans le New Jersey. On a pris un bus. Donc j'ai organisé un concours pour que les auditeurs ils viennent dans le bus et tout ça, machin, nan. Je me suis même trouvée dans un magazine People à un moment donné. Mais ça, l'histoire, voilà, je m'arrête là. Et en fait, ça m'a rappelé de me dire, purée, en fait, le management, là, c'est bien. Tu prouves que tu peux le faire et tu continues à faire confiance, etc. Et du coup, ça m'a toujours rappelé ce moment-là de dire, c'était une belle expérience. D'ailleurs, je voulais pas me barrer. Je voulais pas revenir en France. C'est mes parents qui m'ont dit, Julie, ce serait bien de finir l'école. Mais tu voulais rester là-bas? Ah oui, ils me proposaient de m'embaucher et tout ça. Enfin, vraiment, j'avais fait mon trou et tout. Tu regrettes pas, non? Et sur le coup, là, tu m'aurais parlé au moment où je partais. Et bien sûr, je regrettais. Sauf que 6 mois après, welcome to the US. Mais aujourd'hui, là, si paf, tu fais un saut dans le temps et t'arrives là, tu lui dis quoi, Julie? Tu lui dis vas-y, rentre, ou tu lui dis reste? Je lui dis rentre. Parce que franchement, 6 mois après que je sois partie, la radio, c'est un peu cassé la gueule. Ils ont licencié 80% de l'équipe. Ah merde. Mais c'est peut-être parce que t'es partie que ça non, je pense pas quand même. C'était pas moi qui faisais rentrer les sous. Mais du coup, tu vois, tu dis là, c'est méthode américaine, quoi. Ah oui, méthode américaine. Pas de chiffre d'affaires, tu dégages. Ils ont tout foutu sur le festival. Ouais. Et donc, ah merde, les gars, on a plus d'argent. Dur. Et donc là, je remercie mes parents de m'avoir forcé à revenir, mais je garde. Donc cette chanson, pour moi, ça illustre mon stage. Oui, le côté bling bling, mais le côté où j'étais à l'aise, où il y avait ce management de je te fais confiance, tâche par tâche, pour que tu puisses te développer après et faire tes idées, et faire tes choix. Si tu avais un super pouvoir pour changer le monde, pardon. Oui. On s'était pas fou rire. Si tu avais un super pouvoir pour changer le monde, lesquels choisirais-tu? Et comment tu l'utiliserais? Non, franchement, si tu avais un super pouvoir pour changer le monde, je te la fais courte si tu veux. Ouais. J'ai quelque chose de pas très glamour, c'est réduire les déchets. Ah bah oui, bien sûr. Réduire le déchet, c'est le nerf de la guerre. L'enfer. On réduit les déchets, mais la biodiversité revient, moins de pollution. On dit rebonjour à nos nappes phréatiques, à nos terres. Ça serait tellement bien. Ça serait tellement bien. Mon super pouvoir. Et les déchets textiles, j'aurais vu un reportage hier sur la... Wow, c'est l'enfer au Ghana, c'est horrible. Mais les gens, regardez ce qui se passe autour de vous. Et arrêtez, en fait. Il suffit juste, nous tous, tu vois, toi, moi, tout le monde. On arrête. On dit stop, ça suffit. On arrête. Désolée, tu vois, c'est toi qui me pousse dans les questions. Il y a une personne que je suis depuis peu sur les réseaux et que je trouve dingue. Elle s'appelle Daphné. Elle bossait avant. Non, c'est pas elle. Donc Daphné bossait pour la RSE d'une marque de champagne et elle a tout arrêté. Et en fait, elle documente sa transition écologique. Hyper canon. Et en fait, tu prends ce que tu peux prendre, tu suis le move ou pas. Mais en fait, elle donne des tips, des bonnes pratiques, des astuces. Et par exemple, elle s'habille plus du tout avec des vêtements neufs. Donc, elle donne toutes les friperies qui existent à Paris. Ben oui, bien sûr. Attends, mais moi, je m'habille plus avec des vêtements neufs. Voilà. Ça fait 10 ans que je mets les mêmes. Je comprends, c'est donc ça. Je me disais, je le connaissais ce pull. Mais mais c'est ça, mais c'est clair. Il faut arrêter d'acheter la fast fashion, il faut arrêter le plastique, tout. Il faut arrêter en fait. Tu vas chercher à emporter, amène ton Tupperware, amène ton petit plat. Les restaurateurs, ils seront contents. Ça leur fait moins de chiffres à sortir parce que moins de plastique, moins de carton à acheter. Et en plus, généralement, les restaurateurs, quand tu viens avec ton propre plat, généralement, ils te servent un peu plus. Donc c'est top. Enfin, c'est gagnant-gagnant. Mais oui, bien sûr. Mais c'est clair. C'est clair. Ok. Mais pour conclure, si tu avais un message à transmettre, tu vois, à nos jeunes aujourd'hui, et puis là, ce podcast, il va être aussi écouté par des diplômés. Si tu avais un message à transmettre, ce serait quoi? Franchement, osez. Osez. Si vous montez un projet, entourez-vous. Il y a votre réseau, il y a votre entourage familial, mais il y a au-delà. Allez toquer à toutes les portes pour vous faire financer. On a besoin de projets impact. Et il y aura toujours, quand vous contactez peut-être 10 personnes, il y en aura au moins une ou deux qui vous écoutera. Et il faut y aller. On a besoin de vous, allez-y. Moi, avec plaisir, quand on vient me parler, j'en vois jamais bouler personne. Il faut vraiment oser et surtout faire des rencontres. Faites des rencontres au maximum. Partout, des gens qui ont peut-être rien à voir avec vous, peut-être qu'eux, ils ont une compétence que vous n'avez pas. Merci Julie.
Avec plaisir. C'était top, on a passé un super moment. C'était bien, hein. Bon, on a bien rigolé. Bah ouais, je pense qu'on a bien rigolé. Tu reviens quand ? J'ai l'impression que, tu sais, on s'est quitté hier. C'est vrai. Hein, non, c'est vrai. dans les couloirs. Là, j'ai un peu l'école, grandi tu vois, quand même. à J'ai un peu mûri. T'es Non, un peu mûri. peut-être pas. Mais t'étais déjà assez mature quand t'étais étudiante. C'est pour ça qu'on t'avait choisi Initiacom. Parce Bien que sûr. tous les autres, ils étaient... Son nez s'allonge, vous le voyez pas, son nez s'allonge, il ment, Mais il ment. non, c'est pas vrai, j'ai déjà un grand nez de base. Ben merci, c'était très très sympa. Merci à toi d'avoir pensé Vraiment, à moi. c'était trop cool de commencer ma petite semaine parisienne avec toi. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Trop Je bien. sais pas lequel je vous proposerai, mais ce sera bien certainement avec un autre ou une autre diplômée d'Éclore. Merci. À bientôt.